Il est 22h pétante à la seconde presse, c'est l'heure de votre magazine national. Il vous sera présenté par Idrissa Sissé avec une mise en note de Nestor Bamba Junior. Tout d'abord les titres. Les présumés coupables d'actes de vandalisme à Koya seront demain devant les juges. Pour cette première journée, 24 personnes vont comparaître. Les populations du centre-ville de Kissidougou n'ont pas accès à l'eau potable il y a de cela 72 heures. C'est le moteur de la Société des eaux qui ne répond pas. Les responsables de la société sollicitent l'aide de l'État pour résoudre le problème. Le procès opposant le cambiste Kerno Nour Diallo au couple Ba a démarré aujourd'hui à Conakry. Le plaignant accuse Oustage Taïbou et sa femme d'escroquerie dans une affaire de 8 milliards 86 millions de francs guinéens, une accusation niée par les deux accusés. Bonsoir à tous, merci de choisir Radio Guinée pour vous informer. Je le disais dans les titres, le procès opposant le cambiste Kerno Nour Diallo à Mamadou Taïbouba et sa femme a démarré ce lundi au tribunal de première instance de Mafanko, poursuivi pour une escroquerie dans une affaire de 8 milliards 86 millions de francs guinéens au préjudice de Kerno Nour Diallo. Les deux accusés ont nié les faits. Selon l'islamologue, sa femme a remboursé l'argent qu'elle avait reçu du plaignant, parlant du document qui atteste que Oustage Taïbou doit 6 milliards de francs guinéens. L'homme a dit dans les colonnes du site Guinée Matin qu'il a signé le document par erreur. À Koya, des présumés coupables interpellés au lendemain des actes de vandalisme du 12 mars dernier à Frigiagbe et Koucheri vont comparaître demain mardi donc devant le juge de paix. Ces actes de vandalisme ont vu la destruction des équipements et engins lourds de la société chinoise Enachine. On fait le point avec Souleymane Ba. 24 présumés coupables d'actes de pillage vont comparaître devant les barreaux du tribunal de Koya ce mardi 21 mars 2017 pour vandalisme, destruction d'édifices publics et voies de fait. En guise de rappel, c'est un motocycliste qui, en violant un sens interdit, a été à l'origine de l'émeute. Celle-ci a donné lieu à la destruction par un groupe de jeunes des équipements et engins de la société Enachine chargée de la réalisation de la nationale numéro 1, kilomètre 36 Koya. Conscient de ces dégâts énormes, un autre groupe de jeunes de brigadiers et le conseil de district ont procédé à l'identification et à l'arrestation de ces citoyens en collaboration avec la gendarmerie départementale. Ce douloureux épisode, après celui de l'agression contre l'autorité préfectorale représentant le symbole de l'État, est amèrement ressenti par tous les honnêtes citoyens, principalement les jeunes qui fulminent de colère contre les impunités qui sont facteurs de pérennité des actes de violence que connaît Koya. Ces jeunes aujourd'hui attendent impatiemment de voir le sort réservé aux vrais coupables par les instances judiciaires. Aux grands mots, les grands remèdes, disent-ils, car trop, c'est trop pour la préfecture de Koya dont l'image est plus que ternie. Et au-delà, vite aussi le procès des présumés coupables de l'agression contre le préfet Dr Ibrahima Barbosa Souma. Agence guinéenne de presse Koya, Souleymane Ba pour Radio Guinée. Souleymane Ba, restons toujours dans les couloirs du ministère de la Justice pour parler de cette réaction. Le ministère de la Justice constate que depuis l'interpellation, l'arrestation et l'extradition de M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, des commentaires et des propos inappropriés fuisent de tous bords sur le dossier du 28 septembre 2009 qui est en cours d'instruction préparatoire dont sous le sceau du secret de l'information judiciaire, le ministère de la Justice, dans le cadre du respect du principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice consacré aux articles 2 et 107 de notre Constitution, demande à toute institution, à tout citoyen et à la classe politique de s'abstenir de tout propos tendancieux portant sur l'affaire du 28 septembre ou tout jugement de valeur concernant certains inculpés dans cette affaire. Le ministère précise et réitère que la procédure se poursuivra dans le respect strict des droits de la défense et dans l'observation scrupuleuse des règles d'une procédure juste et équitable à l'endroit de toutes les parties.
La ville de Kerouané vient d'abriter une rencontre sur les travaux de la revue trimestrielle UNICEF Éducation récemment tenue à Kankan. Il était question de renforcer l'accès, le maintien et la réussite des enfants au service d'éducation préscolaire et primaire dans la région de Kankan. L'idée est de l'inspection régionale de l'éducation de Kankan avec l'appui de l'UNICEF. Paul Kamano nous appelle depuis Kerouané. Au cours des travaux, la communication a essentiellement porté sur les conclusions sur l'impact du projet après 3 mois d'exécution et la communication sur les grandes lignes d'orientation du département pour l'année scolaire 2016-2017. Le directeur préfectoral de l'éducation de Kerouané, Seni Kamara, a précisé que du 21 novembre 2016 au 28 février 2017, la période de mise en œuvre de la première phase du projet, sur une prévision de 8 000 enfants à recruter au CP1, Kerouané a pu recruter 9 549, dont 4 443 filles, soit un taux de parité qui avoisine les 47%. Au même moment, 442 structures communautaires APA, AMEF et groupements féminins ont pu être redynamisés avec leur plan d'action élaboré. A préciser que ce projet est une initiative de l'inspection régionale de l'éducation de Kankan sous financement de l'UNICEF. Le DPE a invité tous les responsables des différents paliers du système au strict respect du calendrier scolaire tel que réaménagé par le département. Il a mis un accent particulier sur le suivi régulier des enseignants en général, mais des nouveaux en particulier. Au nom de tous les parents, le représentant de la coordination préfectorale des APAE a salué l'initiative. S'ils se réjouissent tous de l'arrivée des enseignants en grand nombre, ils émettent cependant des réserves quant à leur départ massif par voie de mutation après 2 ou 3 ans de service sans jamais être remplacés numériquement, comme c'est souvent le cas dans cette préfecture. AGP Kerouané, Paul Kamano pour Radio Guinée. Les abonnés de la SEG du centre-ville de Kissidougou sont privés d'eau potable depuis 72 heures. Ce manque d'eau est dû au non-fonctionnement régulier du moteur de 150 kVA vétuste de la SEG. Cette situation préoccupe les cadres du dit service. Ils sollicitent d'ailleurs l'aide de l'État en vue de satisfaire les besoins des populations. Kissidougou, Ansoumane Biton Koulibaly. Cette pénurie cause certes des désagréments aux consommateurs en ce mois de mars où le besoin en eau potable des ménagères est élevé. Le chef centre de la SEG Bouriba attribue cette insuffisance, faiblesse surtout à la vétusté du groupe de pompage de 150 kVA qui tombe régulièrement en panne. Pour corriger la situation, a poursuivi le chef centre, il faut doter son centre d'un moteur performant de 250 kVA, ce qui pourrait permettre au personnel de fournir de l'eau à ses abonnés de manière régulière et suffisante. Car à ce jour, les 3/4 de la ville de Kissidougou ne sont pas couverts par les installations de la SEG. Aujourd'hui, une extension de réseau de la SEG est donc nécessaire, voire indispensable, si l'on veut que l'ensemble des populations de Kissidougou accèdent à l'eau potable. SOS donc pour les populations de Kissidougou et Ansoumane Biton Koulibaly pour la RTG. 350 volontaires de la Croix-Rouge guinéenne ont débuté ce lundi à Zérékouré un atelier de formation qui durera 2 semaines. La rencontre est organisée par l'ONG Oser Innover en partenariat avec la Croix-Rouge avec l'appui du PNUD. Objectif visé, favoriser la réinsertion socio-professionnelle de ces volontaires qui ont travaillé durant la période d'Ebola dans les techniques de recherche en entrepreneuriat. Zérékouré Nya Maoumi. Oser Innova est un mouvement créé par la nouvelle génération pour éradiquer la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Ces axes prioritaires d'intervention sont pour nous la formation, l'investissement et l'accompagnement. C'est justement par rapport au dernier point que Oser Innova a entrepris la formation de 350 volontaires de la Croix-Rouge guinéenne localisés dans la préfecture de Kékédou, Massanta, Sérékouré et Kerouané. L'idéal étant de permettre aux participants de créer des activités génératrices de revenus, toute chose qui leur facilitera leur insertion socio-professionnelle d'après les formateurs. C'est pourquoi les thèmes que la définition de l'entrepreneuriat, les atouts et déficits seront étudiés, ainsi que les opérations de l'entreprise suivies des différents cours, la notion de marketing et l'évaluation de la formation Oser entreprendre. Bref, toute une gamme de techniques pour mieux armer les acteurs. À retenir que les 30 premiers de chacune des préfectures précitées seront directement financés par le PNUD pour le démarrage de leur activité d'entrepreneuriat. De l'école, bureau régional ACP et Maoumi pour la radio nationale.
Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Page insolite de ce magazine, vous n'allez peut-être pas le croire, une adolescente de 13 ans devrait accoucher très prochainement d'un bébé qui serait son frère ou sa sœur. La fille en question vivait à Kamsar auprès de ses parents. Elle a finalement rejoint sa famille biologique à Sanoya dans la préfecture de Koya en 2016. Le papa a profité de l'absence de sa femme pour abuser d'elle, selon le site électronique de l'AGP. La fille vit avec sa maman à la maison et le père en service au port autonome de Conakry vient très souvent prendre les nouvelles de sa famille. À Labé, les autorités sont inquiètes du niveau de dégradation du pont situé à la rentrée du centre-ville. Le pont en question se trouve au quartier Safatou dans la périphérie du centre-ville, récemment en visite de travail dans la région. La ministre des Travaux publics avait promis d'agir vite pour répondre aux inquiétudes de la population. On fait le point avec notre reporter Mohamed Touré. Les autorités locales de l'Abbé ne cessent d'attirer l'attention des membres du gouvernement sur l'état de dégradation de ce pont situé à la rentrée du centre-ville, plus précisément dans le quartier Safatou. Elles l'ont fait avec le ministre des Transports et récemment avec la ministre des Travaux publics. Le préfet de l'Abbé, Safiou Iba, s'est félicité de la visite de la ministre des Travaux publics sur ce pont qui fait des soucis à l'Abbé. Effectivement, il fait des soucis et nous sommes contents que Madame la ministre soit venue voir l'état de ce pont qui est en pleine ville et qui également permet l'accès à la ville de l'Abbé. Donc, vous avez vu dans quel état il est. Il est totalement détruit et Madame la ministre a le souci de cela. Donc, nous sommes certains que ce pont sera réparé ou sinon reconstruit très bientôt. Il y a plusieurs mois, nous avons écrit, nous avons demandé, raison pour laquelle d'ailleurs elle est venue. C'est parce qu'elle a reçu ses correspondances. La ministre des Travaux publics a rassuré les autorités locales. Oumou Kamara promet d'agir vite pour éviter que la route ne se coupe à cet endroit. Nous avons lancé un appel d'offres. Une entreprise est déjà sélectionnée pour faire les travaux, mais le processus d'élaboration du contrat qui est en train d'être effectué. Mais le rythme d'affaissement du pont, moi-même, doit constater au passage des véhicules, le pont bouge un peu. Donc, au-delà de cette entreprise, nous allons voir une grosse qui évolue déjà ici, s'il peut intervenir dès la semaine prochaine. Depuis donc des mois, l'état de dégradation de ce pont au niveau du quartier Safatou à l'Abbé inquiète les usagers et les autorités. Ils ne comptent que sur l'État pour agir rapidement. Vous le savez sans doute, il y a de cela 13 ans cette année que le journaliste et homme politique Sirajo Diallo a rendu l'âme. Sirajo Diallo a travaillé pendant plusieurs décennies pour l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ensuite, il s'est reconverti dans la politique en 1991. Il a pris sa retraite à Jeune Afrique pour engager son combat politique en Guinée. Dimanche, sa famille politique de l'UPR et autres ex-collaborateurs lui ont rendu un hommage à l'occasion du 13e anniversaire de sa disparition. Hadia Kamara. 13 ans après sa mort, la famille politique de Sirajo Diallo ne cesse de se mobiliser à chaque anniversaire pour lui rendre un hommage digne de nom. Cette année, hommage a été rendu à Bamamadou et Elhaj Ibrahima Massiba au même titre que Sirajo Diallo au cours de la cérémonie. Une cérémonie à laquelle le président de la République a pris part. Une manière pour le professeur Alpha Condé d'exprimer son amitié et sa solidarité aux héritiers de l'UPR, parti fondé dans les années 90 par feu Sirajo Diallo. Sa famille politique promet de l'immortaliser à cause des jalons démocratiques qu'il a posés dans le pays. Dr Saliou Bella Diallo, ex-collaborateur de Sirajo Diallo. Ils se sont dépensés au profit de tous les Guinéens, au profit de l'instauration de la démocratie pluraliste à la République de Guinée. Nous les avons soutenus corps et âme jusqu'à la tombe. Tout ce qu'ils ont fait, c'est avec nous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et nous devons tout faire pour ne pas les oublier. Nous devons nous consacrer à l'instauration d'une histoire vraie, constructive, qui peut aider les Guinéens d'aujourd'hui et de demain. Sirajo Diallo a été pendant près de 40 ans journaliste à Jeune Afrique, ce qui l'a permis naturellement de côtoyer plusieurs chefs d'État africains à l'époque et d'avoir une large connaissance de la politique africaine. Après un bon moment de combat politique dans le pays, il est élu député à l'Assemblée nationale en 1995, puis réélu en 2002. C'est à ce titre qu'il a servi la nation jusqu'à sa mort en 2004.
Les sinistrés de Kolonkola dans la sous-préfecture de Tunifili ne sont toujours pas relocalisés, Cela après l'éboulement de 2015 qui avait ravagé tout le village. L'État avait pourtant promis de les relocaliser, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. En tout cas, selon le constat de notre reporter Fana Kamara. Ce drame de Kolonkola remonte au 6 septembre 2015, lorsque une partie de la montagne appelée Yangrenier s'est effondrée sur la population. On a dénombré 7 morts. Il y a eu une première aide de l'État. Amadou Touré, sinistré. Quand il y a eu l'éboulement, nous avons eu l'aide de l'État. En dépit de tout cela, nous éprouvons d'énormes difficultés. La place qu'on avait prévue pour la délocalisation n'a pas été maintenue. Tous nos champs ont été dévastés et certains d'entre nous sont hébergés par les voisins. Il n'y a pas de place. On demande une fois encore à l'État de nous venir en aide sur le plan alimentaire et logement. Depuis ce drame, les autorités locales de Tunifili ont mené beaucoup de démarches afin de réconforter ces sinistrés et quelques promesses ont été tenues, mais toujours pas réalisées. Bangoura Fodé Moussa est président de la délégation spéciale de Tunifili. Après l'éboulement, les victimes ont été installées quelque part vers l'étoile. Jusqu'à maintenant, elles sont là, sans aucune assistance concrète. On a eu à démarcher auprès de la préfecture, auprès du ministère également des conditions féminines et de l'enfance. Il y a même séjourné Madame le ministre, je veux dire, et à qui on a exprimé toutes les préoccupations de la communauté par rapport à la prise en charge de ces démunis-là. Donc les promesses nous ont été données, mais qui sont toujours lettres mortes. Reformulons les mêmes intentions à l'adresse de tous les membres du gouvernement et des partenaires de développement afin que ces victimes soient réinstallées ailleurs. Les moyens leur soient donnés pour pouvoir se sentir dignes de leur personnalité. En attendant d'obtenir des suites favorables, quelques sinistrés construisent des cases autour du même village pour se mettre à l'abri à l'approche de la saison des pluies. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Sport foot pour boucler ce magazine, le Oraya a été éliminé en match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions. Le champion de Guinée a obtenu une victoire insuffisante face à l'Espérance de Tunis, le point avec Mokhtar Touré. Dans ce match où le Ora Athletic Club de Conakry n'avait aucune option que d'attaquer pour remonter ses débuts de retard, dès les premières minutes, les Rouges et Blancs de Matam tiennent le ballon et imposent un rythme très élevé. Les visiteurs tiennent la baraque grâce à une bonne rigueur défensive. Mais Bassirou Ouedraogo marque pour le Ora Athletic Club de Conakry à la 30e minute. Quelques minutes plus tard, sur une faute, Mbarki remet les pendules à l'heure à la 45e minute à un but partout. À la reprise, Yacouba Mando placé seul au deuxième poteau vient redonner l'avantage aux Rouges Blancs de Guinée à la 54e minute. Et malgré sa victoire de 2-1, le Ora Athletic Club de Conakry est éliminé au stade des 16e de finale. L'entraîneur de l'Espérance de Tunis, Chabani, parle de leur qualification. Il n'y a pas de match facile. Il faut savoir négocier selon le résultat de l'année, selon les conditions du match aujourd'hui. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Pour nous, c'est un peu difficile, c'était un peu dur. Notre défi le plus important, c'était la qualification. On est qualifié, je remercie tout le monde. Quant au capitaine de Ora Athletic Club de Conakry, Abouakar Kamaragal, dit que ça n'a pas été facile et ils vont se rabattre au championnat national. On a essayé de marquer, mais le but qu'on a pris, ça nous a pénalisé. C'est une bonne équipe, il connaît bien l'Afrique et la compétition là. Et nous aussi, on devait passer aujourd'hui, mais Dieu seul nous a barré la route. Notre objectif, c'était 2007, la Ligue des Champions. Mais bon, Coupe de la CAF, on va voir là-bas. Éliminé en Coupe de la Ligue africaine des clubs, le Ora Athletic Club de Conakry tentera sa deuxième chance au second tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous l'avez sans doute compris, fini ce magazine. Il a été réalisé par Mohamed Bassouma Tessema. Merci à Nestor Bamba qui a assuré la mise en onde. Merci de l'écoute.